Il y avait deux réunions en même temps, en fait, en même temps. C'est-à-dire que le vendredi, il y avait une réunion plus d'organisation au niveau européen, et le samedi, c'était une réunion scientifique aussi. La réunion d'organisation au niveau européen, c'est la suite d'une longue histoire qui est déjà existante. Le premier chapitre de cette histoire, c'est un projet qui s'appelait Eurohistionnet, qui a fait l'objet d'un accord ou d'un agrément de la Commission européenne entre 2008 et 2011, et qui a abouti à la création d'un site internet qui a créé des liens entre pas mal d'équipes, qui a continué à exister, mais avec des très faibles moyens, parce qu'en fait on paye juste en quelque sorte la redevance pour l'entretien du site internet, mais la personne qui était en charge, disons, du management le webmaster, n'est plus là depuis 2011, et donc le site n'est pas entretenu. Néanmoins, les liens entre les différentes équipes européennes existaient et continuent à exister. Et je dirais que tant qu'on n'avait pas vraiment de motif à se mettre d'accord, on est resté un peu comme ça, un peu dans le flou, en entretenant simplement ce qui avait été fait. Alors, dans ce qui a été fait, c'était une longue histoire, hein, Eurohistionnet. On avait été, donc c'est le premier projet qui avait été accepté sur la l'histiocytose au niveau européen. Il y avait deux parties du projet. Alors, pour ceux qui n'étaient pas dans le coup à ce moment-là, il y avait une partie qui était communication autour de l'histiocytose, et c'est un peu le but du site internet qui a été mis en place, qui est un site internet multilangue, avec de l'anglais, de l'espagnol, du portugais, du polonais, du français, de l'allemand, de hollandais, du russe et de l'arabe. Donc c'était un site multilangue, et ça c'était une partie du boulot. La deuxième partie, c'était des guidelines, c'est des recommandations qui avaient été mises en place et qui tiennent la route, qui ont été publiées dans des revues médicales. Et puis la troisième partie, c'était faire une base de données. Et là, l'Europe avait été assez chiche, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il nous avait attribué une somme qui était bien en dessous de ce qu'on avait demandé. Et bien, ils nous avaient demandé de faire un budget raisonnable. Et en fait, ils avaient donné un quart du budget raisonnable. C'est-à-dire que, donc, après, quand on a mis en place la base de données, on n'a eu aucun appel d'offres possible pour développer la base de données européenne, qui était une base de données de registre. Donc ça s'est pas fait. Et on a d'ailleurs rendu l'argent à l'Europe, en disant merci, mais c'est vrai qu'avec 20 000 euros, on ne peut pas faire une base de données sécurisée, européenne. Ça, c'était pas possible. Donc voilà, mais néanmoins, le projet, les liens qui avaient été tissés ont existé, et donc on a cheminé, et puis on s'est mis d'accord sur refaire un autre Eurohistionnet, qu'on appelait ECHO, European Consortium for Histiocytosis Organization, un truc comme ça, qui va rassembler d'une part les équipes médicales, et dans lequel les organisations de patients ont leur place en tant qu'organisation de patients. Et l'idée, c'est que, premièrement, on va d'abord mettre à jour le site internet, et puis deuxièmement, on va faire une espèce de plateforme pour faire des essais thérapeutiques au niveau européen. On sent bien, alors c'était ça, finalement, côté docteur, c'est ça qui nous a motivés. Alors je sais pas, peut-être que je suis un peu long, hein, mais ce qui nous a motivés, c'est que, et donc c'était toute la journée du 6, c'est qu'on a vu des avancées dramatiques en quelque sorte, ou dramatiques ou très positives, sur l'arrivée des thérapies ciblées. On sent qu'il y a des limites à ces thérapies ciblées, la durée du traitement, voilà, des questions que beaucoup d'entre vous se posent. Les indications par rapport à l'atteinte neurologique et des choses comme ça. Mais on joue tous avec des tout petits effectifs. Et forcément, si on veut avancer en connaissance, on a besoin de rassembler nos expériences. Et donc là, si on veut rassembler nos expériences, au-delà de ce qu'on a pratiqué pendant pas mal d'années avec des protocoles qui sont assez standards, il faut se mettre d'accord. Il faut un consortium. Si ce réseau fonctionne, on augmente la capacité à donner des réponses plus rapidement à des questions qu'on se pose. Important. Par exemple, sur la durée du traitement, des choses comme ça. En fait, on augmente le panel, bah oui. Ouais. Et donc ça, c'est... les méthodologies soient les mêmes. Voilà. Donc là, on se met d'accord sur... on s'est mis, il y a une partie c'était la journée du 6, où on
s'est mis d'accord sur les méthodes pour mesurer la charge BRAF, bon, ce qui est un des aspects, mais c'est un truc très technique, mais il y a un consensus européen là-dessus. Donc on doit écrire un papier, il y aura un consensus sur les recommandations de première ligne, et puis après, il y a, bon, bref, on se met d'accord sur des choses en commun, et du coup, on peut partager des informations. En gros, 20 000 euros par an, et avec 20 000 euros par an, on peut travailler de façon efficace là-dessus, et on va donner une réponse au moins pour les patients concernés par la maladie, et les collègues qui suivent ces patients. Donc finalement, on n'a pas besoin de milliards, mais on a besoin d'avoir quelque chose qui soit structuré par rapport à la maladie. Et 20 000 euros, je pense qu'on les trouvera tôt. Alors, et là c'est là où, quelque part, vous devez être au rôle, parce qu'on va vous solliciter les 20 000 euros. Ça sera les Anglais, les associations anglaises de patients, dans celles qui existent. Il y a les Allemands, il y a la France et il y a l'Italie. Il n'y a pas tellement d'autres associations structurées au niveau européen. Mais ça fait, avec 4 associations pour 4 pays qui sont quand même de à peu près 60 millions d'habitants, trouver 20 000 euros, je suis sûr qu'on y arrivera.